Bonjour à tous. Bienvenue du coup pour le premier meet-up organisé par Positive Thinking Company. Juste pour la petite histoire, PTC, Positive Thinking Company, alias PTC Lille, est arrivé en 2018 sur la métropole lilloise. On a actuellement donc, une ESN d'une trentaine de personnes sur l'île. Et donc, on a pris la décision cette année de lancer les meet-up, notamment sur des sujets qui sont très importants pour nous, comme la Green IT. Prochainement, on aura également un meet-up sur l'accessibilité courant mai-juin. Et donc voilà, c'est des sujets assez impactants actuellement et dont on avait envie de partager avec tout le monde. Et du coup, on a le plaisir d'accueillir donc Frédéric Goujon, qui je pense se présentera juste après. Exactement. Et Emmanuel Demey aussi, qui abordera donc toute la partie éco-conception, etc. Donc je vous laisse en bonne compagnie avec Fred. Eh bien, on est parti. Donc, effectivement, on va préparer, surtout présenter ce meet-up en duo. Donc, moi, je suis en charge de l'innovation chez Positive Thinking Company et je vais commencer sur certains sujets. Et effectivement, Emmanuel va détailler de son côté d'autres sujets. Il faut bien voir que c'est des choses qui sont assez nouvelles. Donc, moi, je vais avoir mes définitions, Emmanuel va avoir les siennes. L'intention, c'est que tout ça se mette en place avec le temps. On va parler d'IT for Green. Moi, je vais vraiment vous détailler un projet qui a été réalisé par PTC dans le cadre de l'IT for Green. Et après, Emmanuel va rentrer dans les détails sur la partie Green IT et éco-conception. C'est des concepts qui sont complémentaires, qui sont différents. Et en fait, l'objectif, aujourd'hui, le slide est chargé, mais le message, c'est le rapport du GIEC, le dernier, c'est la synthèse, et il faut vraiment mettre des choses en place. Là, on n'apprend rien à personne, la direction n'est pas bonne du tout, donc la question, c'est comment on peut agir. Là, on va donner un prisme très IT, c'est notre métier, on travaille globalement tous dans l'IT, et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IT, qu'est-ce qu'on doit faire de l'IT, c'est ces sujets qui vont être abordés aujourd'hui dans ce meet-up. On va parler d'IT for Green. Encore une fois, je vais vous détailler un projet. L'IT for Green, c'est comment on peut utiliser l'IT pour améliorer les choses, amener de la visibilité, mesurer, comment on peut optimiser. Ça, c'est vraiment le rôle de l'IT for Green. Je vais vous détailler dans quelques secondes un projet qu'on a fait pour un industriel où on a mis en place toute une traçabilité. La finalité, c'est vraiment d'apporter de la visibilité et des axes d'amélioration. Donc ça, c'est comment on va pouvoir utiliser l'IT pour accompagner nos clients sur cette visibilité, principalement sur le CO2. Le Green IT, c'est un peu différent. C'est comment on va pouvoir rendre l'IT plus vertueux dans son utilisation. Ça passe aussi par les achats. Il y a deux axes très importants, c'est l'achat et l'utilisation. Encore une fois, Emmanuel va rentrer dans ces détails. On peut agir sur différents axes et il va surtout vous expliquer comment se matérialise la répartition au niveau CO2 entre l'achat du matériel et son utilisation. Donc ça, c'est le Green IT. Et l'éco-conception, on fait un projet, on développe un programme, comment on doit le faire, qu'est-ce qu'on doit mesurer, qu'est-ce qu'on doit utiliser, quelle application, quel langage. Et là, c'est vraiment une méthodologie qui est mise en place lorsque on développe ou lorsqu'on crée une application ou lorsqu'on met en place un projet. Et ça, c'est vraiment trois axes qui sont complémentaires les uns des autres c'est extrêmement intéressant de voir qu'on peut couvrir beaucoup de choses à partir de ces différentes visions. Donc l'IT for Green, je vais vous le détailler, mais chez PTC, on fait aussi du Green IT. On accompagne des startups qui sont dans le Green IT, qui vont mesurer l'activité machine, qui vont faire de la préconisation sur cette activité, mesurer aussi la partie achat. Et là, il y a vraiment des axes très importants. Aujourd'hui, on s'en préoccupait pas trop, mais à partir de maintenant, il faut vraiment prendre ça en main. Donc le Green IT, c'est comment je vais rendre mon utilisation de l'IT plus vertueuse.
Et cette start-up, pour ce projet, on l'a fait en éco-conception, c'est-à-dire qu'on a mesuré le temps d'activité des développeurs, sur quel langage on l'a créé, où est-ce que le développeur était, parce que maintenant on a beaucoup de télétravail où on commence à revenir au bureau, mais le télétravail est encore très présent, comment tout ça a été mis en place. Donc on a mis en place des grilles de mesure, ça reste de l'Excel pour l'instant, mais ça marche très bien, et on va avoir une vision du coût CO2, de la création, de la conception, à la fois du logiciel et de la mise en place du projet. Donc maintenant, il faut mettre ça en place, il faut mesurer tout ça, et il faut optimiser toute cette utilisation de l'IT qu'on fait tous les jours dans le cadre de nos activités. Donc moi, je vais revenir vraiment sur l'IT for Green. Donc qu'est-ce qui a été mis en place? Eh ben nous, on a mis en place pour on le fait pour du luxe ou de la cosmétique, on va rendre visible de la matière première jusqu'au produit fini, toute l'utilisation qui va être faite vraiment de ces matières, de la supply chain, de la fabrication, du transport, toutes ces étapes, nous on va les capter. On a créé une plateforme qui va permettre d'avoir cette traçabilité, et toutes ces étapes qui sont à l'origine dans des verticaux, hein, on sait très bien faire ça, un projet pour le transport, un autre pour la supply chain, un autre pour la distribution, un autre pour le service achat, et ben nous on va apporter vraiment cette vision horizontale de bout en bout. Donc on a utilisé dans le cadre de l'innovation des technologies qui sont pas courantes, on les a couplées les unes avec les autres, et au lieu d'avoir des visions verticales, on arrive vraiment à avoir une vision de bout en bout. Donc ça peut être de la base de données graph, on utilise aussi des moteurs blockchain qui sont eux green, parce qu'il y a une grosse polémique aujourd'hui sur certaines plateformes. Nous, on a utilisé des produits spécifiquement pour leur côté vertueux, et on a mis en place ce projet réel, hein, c'est pas de la théorie, là c'est vraiment des choses qu'on a mis en place pour des industriels. Et ça va nous permettre aussi d'avoir donc cette vision de bout en bout. On va collecter l'information du fournisseur et on va suivre sur chacune des étapes de fabrication le temps d'exécution, qu'est-ce qui a été transporté, combien de temps ça a mis, quel était le poids, le type de matière première, où est-ce que ça a été transformé. On a vraiment toute cette vision de bout en bout sur chacune des étapes. On a même été plus loin, c'est que dans le monde de la cosmétique, on est capable d'aller chercher vraiment l'identité de la plante pour voir que c'est vraiment la bonne plante qu'on va utiliser, qui est cultivée dans les bonnes conditions, au bon endroit. Et là, on apporte vraiment cette visibilité de bout en bout. Donc ça, c'est une plateforme où on a utilisé vraiment des technologies spécifiques, et cette création de plateforme nous permet d'avoir cette vision vraiment totale de bout en bout sur le process industriel. Donc là, on est vraiment dans l'IT for Green, on a fait un projet pour avoir cette visibilité au niveau du processus. Donc on va collecter de l'information en tout début de chaîne, on va rentrer, formulaire API ou autre, on va rentrer cette information dans la plateforme, et après nous on va aller capter de l'information dans les ERP, WMS, TMS, tous les logiciels que les industriels possèdent déjà aujourd'hui. Mais aujourd'hui ils ont une vision très verticale, nous on va collecter cette information et on va raccrocher toutes les étapes les unes derrière les autres. Et ça va nous permettre d'avoir une vision globale, donc ça c'est la plateforme centrale qui nous permet de visualiser toute cette traçabilité, et à l'intérieur, on a vraiment la vision, j'ai une matière première, dans quoi elle est utilisée, et à l'inverse, j'ai un produit fini, qu'est-ce qu'il utilise comme matière première. On sait vraiment aller dans les deux sens. Ça aujourd'hui, un industriel a du mal à le voir, il va le voir sur une vision, par exemple dans son ERP, il va pouvoir voir cet enchaînement d'étapes, mais avant l'ERP et après l'ERP, il y a d'autres étapes. Nous, vu qu'on est agnostique et on va vraiment créer cette couche transverse de bout en bout, eh ben on va pouvoir aller plus loin en amont et plus loin en aval. Donc là, on apporte vraiment une vision globale, et encore une fois, la tagline du projet, c'est de la matière première au produit fini. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment chercher l'information chez le fournisseur, peu importe où il soit, hein, dans d'autres pays, la cosmétique, ça peut venir d'Inde, de Croatie, peu importe le pays, on va aller vraiment chercher l'information où la matière première a été créée, on va la rentrer dans le processus industriel, et à la fin, on va vraiment apporter cette visibilité. Donc, si on suit les étapes, on a les matières premières, on a les poids, on a les quantités, on a les distances, on a les dates et les heures de chacune des étapes, et bien là, on apporte vraiment une vision du process métier, mais si on passe par-dessus une matrice qu'on a travaillé avec l'ADEME,
eh ben, on a vraiment la vision CO2, parce que, encore une fois, on a les poids, les quantités, les types de matières, les modes de transport, et là, on apporte vraiment une vision extrêmement précise à notre client. Et ça, c'est le reporting qu'on met en place. Et là, quand on a un produit fini entre les mains, nous, on est capable de dire toute la décomposition CO2 de chacune des matières premières, et on sait même le faire sur le contenant, c'est-à-dire qu'on a un flacon en plastique ou autre, chaque partie du flacon, on est capable également de la décomposer. Donc là, on apporte vraiment une vision extrêmement fine, parce qu'on est capable de remonter. Donc ça, on utilise des bases de données graphes pour faire ce genre d'action. On est capable de remonter à partir du produit fini tout ce qui l'a composé en remontant jusqu'à la matière première. Et sur chacune des étapes, on passe la matrice de calcul pour avoir la vision du CO2 utilisé. Et on apporte vraiment une vision mais totale et complète. Et à partir de ce moment-là, un industriel peut dire, bon, bah, moi j'ai mon sourcing, on le voit sur le slide en haut à gauche, parfois pour certaines matières premières, j'ai pas le choix. Elles poussent que dans certains pays, je peux pas faire autrement. Mais peut-être que sur d'autres expéditions de matières premières, je peux peut-être essayer de les rapprocher. On va pas tout relocaliser en France, surtout en termes de botanique, hein, on n'a pas forcément le climat adéquat, mais il y a peut-être des pays plus proches dans lesquels on pourrait déplacer cette production. Le fait de faire de l'IT for Green, ça nous permet d'apporter cette cartographie, de créer une photo de d'où viennent mes matières premières et quelle distance elles ont parcouru, et qu'un industriel dise « je ne vais pas être green du jour au lendemain, mais je vais faire en sorte, je vais apporter la vision des efforts que je vais mettre en place. Je vais tenter de rapprocher certaines productions, et c'est ça qu'on va permettre de mettre en place, et on va permettre à un industriel de prouver. Bah aujourd'hui, on est au-delà de la bonne intention, de prouver des actions. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du jour au lendemain où tout va devenir merveilleux et fantastique, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et le fait d'amener cette visibilité, ce reporting, ça va permettre à des industriels de justifier des efforts, de justifier de leur bonne volonté, et de dire bon bah on va dans le bon sens, et de le mesurer, de pouvoir le montrer. Ça c'est vraiment un des objectifs des projets qu'on met en place. Il y a une autre thématique, c'est l'optimisation. Donc là on le voit sur le graphe du milieu, on a des trajets, on sait par où ça passe, on sait quel mode de transport est utilisé. Là, on peut optimiser des trajets. Un trajet qui était fait par 2 camions, on peut certainement l'optimiser avec un seul trajet. Au final, le camion va peut-être faire un peu plus de kilomètres, mais vu qu'il a pris beaucoup plus de marchandises, au final, on va avoir un gain. Et là, c'est dans la partie droite, sur une optimisation de trajet, nous on le mesure, et on était à 37% d'économie de CO2 par rapport à 2 actions qui auraient été faites par 2 camions, on a regroupé dans un seul, et il y a un gain qui est assez rapide à mesurer, et surtout, ça permet de justifier la mise en place du projet. Alors, on parle souvent de ROI, le retour sur investissement, mais il y a aussi de plus en plus une volonté de montrer un allègement, un gain au niveau du CO2. C'est pas forcément une économie dans le sens de l'investissement, mais demain il va vraiment falloir qu'on calcule tout ça, qu'on soit capable de le mesurer et de rendre des comptes à un moment donné d'efforts qui sont mis en place, où certaines entreprises ne prendront pas du tout ces informations ou cette volonté en compte. On voit de plus en plus que le consommateur, lui, il est intéressé par ces informations. Du coup, ce type de projet va globalement prendre de plus en plus d'importance, se répandre, et nous on le voit, hein, on est de plus en plus sollicité pour mettre ce type de reporting en place. Déjà, on commence par la collecte, après on fait l'analyse et après le reporting, mais c'est de plus en plus demandé de permettre de mettre en évidence soit des efforts, soit c'est une pression du consommateur qui va rendre pratiquement obligatoire, jusqu'à ce que le régulateur le demande officiellement, mais ça prend toujours un petit peu de temps. Souvent, c'est le consommateur qui est beaucoup plus réactif. Sur l'alimentaire, on l'a vu avec une application qui s'appelle Yuka, qui s'est répandue extrêmement rapidement sur la matière première de notre alimentation, avec des notes. Là, demain, nous, on est convaincus que le consommateur va demander de la visibilité à l'industriel sur
la provenance des matières premières, les transformations, le mode de transport. Tout ça va devenir de plus en plus important. Nous, les clients avec lesquels on travaille sont en train de mettre en place, par exemple, des transports en bateau par cargo à voile. Ça va se répandre de plus en plus. On ne pourra pas non plus faire un Big Bang du jour au lendemain, mais il y a des initiatives, il y a une tendance qui va dans cette direction. Et là, on est vraiment dans l'IT for Green quand on mesure tout ça et qu'on montre, encore une fois, la volonté et la volonté pour répondre à des demandes et j'allais dire une pression du consommateur, mais je pense qu'on va en être là assez rapidement. Donc là, comment on peut faire avec l'informatique pour amener cette visibilité et cette transparence? Et bien là, c'est ce qu'on fait avec vraiment ces plateformes qu'on met en place, où on va capter toute l'information, la modéliser avec un modèle graph, et derrière, on peut avoir cette visibilité vraiment de bout en bout. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est assez souple. Si demain, on veut encore aller plus loin vers l'amont ou l'aval, parce qu'en termes de fournisseurs, on a des rangs 1, mais on a des rangs 2, des rangs 3, des rangs 4. On a la capacité aujourd'hui, techniquement, avec ces technos, de remonter considérablement l'information au niveau des différentes étapes. Ce qui était, il y a encore quelques années, assez compliqué. Aujourd'hui, avec ces technologies, ça devient de plus en plus simple. Et du coup, les industriels demandent de plus en plus de projets où on va amener cette transparence globale. Donc moi, j'ai vraiment fait un focus sur vraiment l'IT for Green. Maintenant, Emmanuel, il y a deux thématiques extrêmement importantes qui sont complémentaires de l'IT for Green. Bah, c'est le Green IT et l'éco-conception. Et je te laisse la main pour expliquer ces deux concepts complémentaires. Merci. Bonsoir à tous. Merci Fred pour la partie sur le IT for Green. Comme indiqué, je vais plutôt parler des deux autres briques qui nous rejoignent aujourd'hui, le Green IT et l'éco-conception. Je m'appelle Manu, vous pouvez me suivre sur Twitter ou m'envoyer des mails, je réponds quand mes enfants me laissent le temps, je réponds aux mails. Donc si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas du tout, je fais le service après-vente. Moi, je suis développeur. On est tous d'accord avec la déréglementation climatique, qu'on a pas mal de leviers pour essayer de le réduire. Moi, je suis développeur, donc on va se concentrer sur le numérique ce soir. À l'heure actuelle, le numérique émet 4 fois plus de CO2 que la France. Donc là, on a des chiffres qui viennent de la société Statista. Et vous avez une répartition de l'impact à droite. D'après vous, où se situe l'impact le plus important? Est-ce que c'est la consommation des data centers, le réseau, la fabrication des devices utilisateurs, et j'ai oublié un quatrième point, la consommation électrique? D'après vous, où se situe l'impact le plus important dans un service numérique? Est-ce que vous avez une idée? Le dernier? Ah, data center, dit, j'ai oublié ton prénom, mais de l'école centrale. Data center et les terminaux, la fabrication des terminaux. Il y a un petit tableau qui vient du site de greenit.fr. Si vous voulez avoir de la littérature sur le sujet, je vous conseille de suivre ce blog français. Ils font pas mal d'études sur le sujet et pas mal d'analyses également des ACV. ACV, c'est un mot un peu barbare, analyse de cycle de vie, où ils calculent l'empreinte environnementale d'un process de A à Z, de la fabrication jusqu'à la gestion des déchets. Donc vraiment, voir l'empreinte environnementale totale d'un service. Et on voit ici, donc on retrouve la fabrication des terminaux utilisateurs, le réseau et les data centers qu'on nomme ici centre informatique. Et on voit en abscisse les différentes métriques qu'on peut aborder quand on parle d'empreinte environnementale. On a l'énergie, les gaz à effet de serre, l'eau et les ressources qui sont les ressources abiotiques, les ressources non renouvelables, qui, si on continue à les extraire, on va avoir un peu de mal. Et on voit que les pourcentages en rouge, ben, c'est vraiment les terminaux utilisateurs qui ont le plus d'impact. Quasiment à chaque fois, à part peut-être à la fabrication
Non, à chaque fois, c'est eux qui gagnent. Que ce soit à la fabrication ou à l'usage, c'est les terminaux utilisateurs qui ont le plus d'impact, et non pas les data centers. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire sur les data centers, qu'il n'y a rien à faire sur le réseau, mais c'est peut-être pas la première priorité. Première priorité, c'est d'éviter que Madame Michu ou Monsieur Jean-Michel rachètent un appareil, un téléphone ou un ordinateur tous les 2 ans parce qu'il est invité à le faire, de manière forcée ou pas, pour dire d'avoir un appareil de meilleure génération, pouvant faire plus de choses. Pourquoi faire plus de choses? Est-ce que c'est vraiment utile? Ça, on pourrait en philosopher pendant 2 heures. Donc, l'impact principal se situe à la fabrication des terminaux utilisateurs. Vous voyez, 76%, 86%, 79% sur ce graphique. Pourquoi on change? Pourquoi c'est pas les data centers? Parce que les data centers, si on calcule le nombre de data centers dans le monde, j'en ai pas la moindre idée, il doit y avoir je ne sais pas combien il y en a dans le monde, mais si on les compare au nombre d'appareils utilisateurs, sachant qu'on a toujours tous un téléphone, un MacBook ou un ordinateur, une ou plusieurs télés, peut-être une montre connectée, peut-être une PlayStation, peut-être on a je ne sais plus combien d'appareils utilisateurs dans le monde, bah c'est sûr que si on fait la multiplication, l'impact est plus important au niveau des utilisateurs. Et pourquoi on change d'appareil? Ici je mets les téléphones. Il y a bien évidemment l'impact, l'obsolescence marketing. Quand on va chez un opérateur quelconque qui nous vend, tiens, voici la 5G, est-ce que tu veux souscrire à mon nouvel abonnement? Et en plus de ça, tu auras un nouveau téléphone à 1 euro. Je sais pas, moi le premier, à l'époque, je me suis dit, ah oui, tiens, un téléphone à 1 euro, c'est super cool. Comme ça, je renouvelle mon parc et je repars avec un téléphone nouvelle génération avec lequel je vais pouvoir faire plus de choses. Passer plus de temps sur Facebook, c'est trop bien. Donc ça, malheureusement, en tant que développeur, je ne peux rien faire. C'est tout le monde, en tant qu'utilisateur, avec nos portefeuilles, on peut avoir un impact. En tant que développeur, on change de téléphone, non pas parce qu'il ne fonctionne plus, c'est parce qu'on a l'impression qu'il rame. Pourquoi il rame? Qui n'a pas vécu ça dans sa vie, d'aller à un repas de famille, à réparer un ordinateur parce qu'il ne... Ah, je vois des yeux se lever. Réparer un ordinateur parce qu'il ne marche plus, parce qu'on a des spams, des malwares, ou je ne sais pas, parce qu'il y a une mauvaise connaissance du numérique de manière générale, mais aussi que alors j'ai pas mes notes, c'est un peu perturbant, c'est pas grave, c'est que les logiciels, au fil du temps, depuis on va dire une vingtaine d'années, ne font que grossir. On parle d'obésiciel, c'est pour chaque applicatif, que ce soit une application native Android, un site web ou un système d'exploitation, le nombre de fonctionnalités et la taille du livrable qu'on va fournir ne font que grossir. Ne font que grossir, pourquoi? Parce qu'on fonctionne à la fonctionnalité. On veut sortir des features, shipper, pour essayer de différencier par rapport aux concurrents. Mais sortir des fonctionnalités au fil de l'eau, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'alourdir une application, sachant qu'en moyenne, 70% des fonctionnalités ne sont pas utilisées? Les téléphones sont changés parce que les utilisateurs qui ne sont pas des professionnels du numérique ont l'impression qu'ils rament. Quand je lance un site web qui n'est pas performant, qu'il faut 10 secondes à télécharger parce qu'il télécharge 11 mégas de ressources statiques, bah, l'utilisateur lambda a l'impression que son téléphone rame. Il y a un cadre légal qui est en cours de travail. Qui dit cadre légal dit ça prend du temps, dont le but est de réglementer un peu tout ça. Et donc il y a, alors, je ne sais plus où c'est, je n'arrive pas à lire, mais en tout cas, il y a un article qui indique que il y a un travail qui sera fait pour essayer de limiter l'impact environnemental de ces services numériques et essayer de les éco-concevoir pour que leur impact soit le plus minime. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, les obsolescences sont
technique, un ordinateur, un téléphone qui est plus mis à jour, sur lequel je ne peux plus installer d'application parce que la version d'Android ne les supporte plus, bim, Madame Michu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez Bouygues pour en acheter un autre. J'ai rien contre Bouygues, hein, je suis chez Bouygues, donc je dis juste Bouygues pour citer l'un des quatre. Logiciel ou sociétal ou marketing, comme j'ai indiqué tout à l'heure. À l'heure actuelle, on a plus d'une dizaine de devices par utilisateur. Là, j'ai grossi le trait, hein, c'est la meilleure image que j'ai trouvée sur Internet, mais c'est pour imager un petit peu. On a tous un téléphone, une tablette, un écran, des fois plusieurs écrans, un ordinateur portable, des TV dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la cuisine, des montres connectées, etc. Et donc, comme je l'ai indiqué, que l'impact principal du numérique se situe dans la fabrication des appareils, bah, comment on peut y remédier? C'est en diminuant notre propre consommation de ces appareils, en réduire le nombre. En réduire le nombre, mais aussi essayer d'augmenter leur durée de vie. On peut également ne pas acheter de neuf. Il y a des solutions qui existent pour acheter du reconditionné. J'ai mis Back Market, mais il doit en exister d'autres. Ou se baser sur des solutions comme le Fairphone, qui propose des téléphones facilement réparables, parce que chaque pièce est facilement modifiable ou pouvant être remplacée par une autre. Donc c'est des solutions possibles. Il faut savoir que un téléphone portable, en moyenne, je crois que les gens changent tous les 2 ans. Je ne sais pas vous, mais là, avec une vraie tristesse, j'ai dû changer mon téléphone parce que l'autre était vraiment HS, il avait duré 6 ans. Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire dans cette société de consommation de changer un téléphone tous les 2 ans? Je ne sais pas. Depuis janvier 2022 ou 2021, le temps passe vite, il y a un indice de réparabilité qui existe sur les devices ou sur les appareils que vous achetez en magasin. Donc c'est un indicateur que vous pouvez regarder en tout cas pour essayer de juger de la réparabilité ou pas d'un device. Depuis 20 ans, encore une fois je suis développeur, mon seul moyen d'interagir ou de mettre ma pierre à l'édifice, c'est d'améliorer les logiciels que je développe. Depuis 20 ans, les logiciels ont grossi de 171. Vous prenez, il y a un graphique, je ne sais plus si je l'ai mis, mais entre Windows 95 et Windows Vista, le pire des Windows. Peut-être que les derniers c'est encore pire, mais la taille de l'operating system, c'est x 171. Le nombre de fonctionnalités sur Word, fois, je ne sais même pas le multiplicateur qu'on pourrait mettre, mais fois 100. Tout ça pour faire quoi? Tout ça pour écrire des documents à chaque fois et utiliser tout le temps les mêmes fonctionnalités qui est mettre en gras, en italique, en surligné et mettre des titres. Il y a plein de fonctionnalités, c'est super cool, mais est-ce qu'elles sont vraiment utilisées par la majorité des utilisateurs? Je ne pense pas. Ça grossit en termes de poids. Moi, je suis développeur web. Le poids, c'est la taille des ressources statiques. Les ressources statiques, c'est quoi? C'est l'HTML, le JavaScript et le CSS. C'est ce qui passe par le réseau, entre le serveur et l'appareil de l'utilisateur. Plus la page est lourde, plus le temps de téléchargement des ressources statiques peut prendre du temps. Si je me trouve dans un désert numérique avec de la 3G ou pire, de la 2G, bah, avoir un site qui nécessite 10 mégas de ressources statiques à télécharger, ça va prendre plusieurs secondes. Déjà, certains utilisateurs ils vont vous dire bah, ton site c'est de la... Oh non, c'est filmé. Il n'est pas optimisé, donc je vais peut-être pas revenir dessus. Et pire que ça, les gens vont peut-être se dire tiens, mon téléphone il commence à ramer parce qu'il faut un laps de temps pour pouvoir télécharger mon magnifique site web que j'aime bien. Et donc je vais changer de téléphone en croisant les doigts que ça va tout réparer. Ce qui n'est pas le cas. En complexité, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on rajoute des fonctionnalités, on rajoute, on bourre la chose pour dire d'être mieux que son copain.
que son concurrent plutôt, pour se démarquer. Mais tout ça, complexité, ça a un coût. Ça a un impact sur le poids, ça a un impact sur la maintenabilité de votre application. Je ne sais pas vous, mais rajouter des fonctionnalités à longueur de journée, c'est le meilleur moyen d'avoir une application qui merdouille, au bout d'un moment. Il y a des noms. C'est le graphe de Green IT également sur le système d'exploitation. Et donc on voit que l'évolution de Windows 98 versus Windows 10, il y a une évolution de 171. Là c'est la RAM, mais on pourrait faire la même chose sur des sites web de manière générale. Un site web, quand je regarde les ressources statiques téléchargées qui fait 4 mégas, 4 mégas c'est déjà énorme quoi. À l'époque, je fais des sites web qui fait 100 kilos, même pas. Des sites web qui fait 4 mégas ou des sites comme Élysée à l'époque qui faisaient 12 mégas, je me dis que les développeurs ont peut-être des améliorations à apporter. Si vous êtes développeur, normalement vous êtes adepte de ce genre d'outil, qui est un outil d'aide au développement sur votre navigateur de prédilection. Et donc là, c'est le site de l'Élysée. Je mentionne les gens. Et donc là, on voit que ça fait 10 mégas. 10 mégas. 10 mégas, là, j'étais sur mon Wi-Fi, donc ça devrait aller. Mais imaginez-vous 10 mégas de ressources statiques sur mon téléphone, peut-être un vieux QuickWi, dans la Creuse. Ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, et peut-être que les ressources statiques qui sont téléchargées ne sont peut-être pas optimales à l'instant T. Peut-être que l'utilisateur aurait juste envie de voir la partie haute du site de l'Élysée, mais qu'en même temps, il y a 36 milliards d'images supplémentaires qui sont téléchargées, peut-être pour rien. Peut-être pour rien, et c'est peut-être à cause de ça que le délai d'affichage du site va être retardé. Peut-être, je me souviens plus, des fois c'est pas le cas, mais ça peut avoir un impact. Heureusement, depuis, ils se sont améliorés. Bon, ils se sont peut-être dégradés encore depuis, mais j'ai pas vérifié ce matin. Faites votre test. Si vous êtes développeur web, si vous ne monitorez pas la taille de vos ressources statiques, faites-le. C'est marrant. Hein. C'est marrant et la plupart du temps, on n'est pas bon. Moi le premier, quand j'ai commencé à faire ça. En termes de fonctionnalité, là on a parlé de ressources statiques, de taille du bundle, taille des HTML, CSS et JavaScript, mais en termes de fonctionnalité, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une usine à gaz? Est-ce que l'utilisateur a vraiment envie d'une usine à gaz? Si je veux faire un moteur de recherche, si je veux utiliser un moteur de recherche, est-ce que je préfère Yahoo, qui est assez touffu, qui a du contenu, qui me donne des informations dont j'en ai pas besoin, versus, j'ai pas d'action chez Google, on pourrait encore en philosopher aussi pendant 2 heures, mais versus Google qui propose une page sobre, plus light, dont le fonctionnel dont j'ai besoin, c'est le seul fonctionnel que Google propose. Est-ce qu'on a besoin de voir une usine à gaz avec plein de fonctionnalités, sachant que peut-être la majorité de mes utilisateurs, ils ont juste besoin de ça? Et vous êtes bien d'accord que si j'implémente ça, si mon code n'est peut-être pas bien structuré, mon layout, mon style n'est peut-être pas bien structuré, comme j'ai plein de contenu, en termes de maintenabilité entre les desktops, les mobiles et tout ça, il y a un potentiel de bug assez important, en tout cas si on ne fait pas attention. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un pourcentage que vous trouvez aussi sur le site gridit.fr, c'est que 70% des fonctionnalités qu'on pense être intéressantes pour les utilisateurs ne sont en fait pas utilisées. C'est pas que j'ai pas envie de les développer, moi je suis développeur, si on me fait coder un truc, j'aime bien, il n'y a aucun problème. Mais il vaut mieux que ce soit des trucs qui soient utiles. Donc essayez l'une des premières pratiques d'éco-conception, que ce soit en informatique, mais également dans d'autres spécialités, il y avait du génie civil tout à l'heure, si j'ai bien compris. De manière générale, l'éco-conception, c'est quoi? C'est fournir aux utilisateurs les fonctionnalités dont ils ont besoin, et pas plus. Et malheureusement, si je prends le site web, Madame Michu, elle n'utilise peut-être pas que mon site web, elle en utilise peut-être d'autres. Donc on pourrait se dire, si je fais un travail d'amélioration de mon site web où il est
top moumoute, il est parfait, il est performant, il est éco-conçu, il est rapide à charger, etc., et que le site de mon copain, que Madame Michu utilise aussi, mais qui, lui, n'est pas performant, ben, le gain que moi j'apporte est biaisé par le désavantage du site de mon copain. C'est totalement vrai. Comme on n'a pas la main sur tous les applicatifs qui sont développés sur Internet, c'est sûr que s'il y en a un qui fait moins bien, ben, ce qu'on apporte en positif est peut-être perdu. Mais au moins, on a passé le message. Le but, c'est qu'on évangélise les gens pour essayer que le maximum d'applications soient éco-conçues. Alors, avant d'éco-concevoir, moi j'aime bien mesurer. Parce que j'aime bien savoir d'où je pars et vers où je vais. Pour cela, il y a des outils qui existent, qui sont développés par le collectif greenIT.fr, qui sont EcoIndex.fr et Ecometer. EcoIndex, c'est soit un plugin dans Chrome, soit j'ai fait une petite ligne de commande également qui est utilisable dans le terminal, qui permet de, à partir d'une URL, de vous calculer à partir de statistiques d'autres sites audités, d'avoir l'impact environnemental de cette page, que ce soit en gaz à effet de serre, en eau consommée et en eau, il y a deux critères, gaz à effet de serre et eau consommée. Ça va vous donner une note sur 100. 100, vous êtes pas mal, vous êtes très bien, et plus on descend, plus vous avez des choses à faire. Et le but, c'est d'essayer de voir cette évolution, voir si vous allez dans le bon sens. Et le deuxième but, c'est de ne pas auditer à un instant T et se dire « Ah, c'est bon, je suis à 80, c'est pas mal 80, je vais m'arrêter là. » Et au fur et à mesure, c'est souvent ce qu'on voit quand on fait des audits, hein. On est à 80, on est pas mal, on s'arrête là, et au fur et à mesure des développements supplémentaires, les gens font pas attention, la note se dégrade rapidement, et on arrive à un obésiciel de plusieurs mégas. L'autre outil, qui s'appelle Ecometer, qui se base sur un bouquin qui s'appelle les 115 bonnes pratiques. Je l'ai mis, je suis pas fan de ce bouquin, je l'ai mis quand même parce que c'est quand même l'ouvrage de référence dans l'éco-conception numérique, qui vous propose 115 bonnes pratiques à respecter quand on fait des développements web. J'aime pas les anciennes éditions, il y a une 4e édition qui va sortir bientôt, parce que pour moi, étant développeur web moi-même, faisant beaucoup de veille, essayant d'être à jour dans les technologies et tout ça, ce guide de bonnes pratiques, c'était plutôt un guide de bonnes pratiques des années 2000, avec des bonnes pratiques assez vieillottes, je trouve. Mais pour un développeur et développeuse qui n'a pas l'habitude, c'est un bon moyen de rentrer dans le sujet et de respecter ces bonnes pratiques. Et donc l'outil que j'ai présenté juste avant, Ecometer, encore une fois, c'est un plugin Chrome ou Firefox qui vous permet d'auditer, de vérifier automatiquement est-ce que c'est un subset de ces règles sont respectées ou pas. Il ne peut pas vérifier les 115 règles, parce qu'un outil automatique ne peut pas tout vérifier, mais au moins il peut vous vérifier une partie. Et enfin, le dernier outil que j'utilise moi également dans mes audits, c'est Lighthouse, qui est un plugin intégré à Chrome, vous n'avez rien à installer, qui vous donne, pour le sujet éco-conception, ce qui est le plus important, c'est la performance, qui vous donne des informations également sur le temps de chargement de mon application. Et à partir de là, on peut essayer de détecter ce qui est améliorable. Quand on fait de l'éco-conception, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas auditer qu'une seule page. On va essayer d'auditer un processus utilisateur. Un processus utilisateur, c'est quoi? Pour un site d'e-commerce, par exemple, c'est je vais sur la home page, je fais une recherche, je vais sur une fiche produit ou une deuxième fiche produit, je l'ajoute au panier, j'en ajoute peut-être un deuxième au panier, et ensuite je valide mon panier, je commande, et puis c'est fini. Donc je définis vraiment le processus utilisateur, et pour chaque page de ce processus utilisateur, je vais exécuter les outils que j'ai présentés au préalable. Et à partir de là, on va essayer de voir qu'est-ce qui est améliorable. Qu'est-ce qui est améliorable? C'est peut-être le processus. Plus le processus est court, moins il y a une forte chance qu'il y aura moins d'impact. On va essayer d'avoir des designs simples, épurés. Il y a des fonctionnalités assez logiques. À quoi ça sert? On a eu un cas d'utilisation, un site qui affichait une centaine d'articles en homepage. À quoi ça sert d'afficher une centaine d'articles en homepage, sachant que personne ne va les lire, sachant que ça alourdit la page,
sachant que 10 articles étaient suffisants avec un système de pagination, ça aurait pu faire l'affaire. Donc c'est ce qui a été fait. Réduire la qualité des images, ça c'est l'une des bonnes pratiques pour moi qui devrait être acquise par tout le monde. Et c'est pour ça que je parle de bonnes pratiques des années 2000. Les images, à quoi ça sert d'avoir des images de 4 mégas, sachant que l'utilisateur va l'afficher de 20 pixels sur 20 pixels. Ça, encore une fois, il faut essayer d'éviter, des fois c'est pas possible quand on utilise des CMS, mais essayer d'éviter de faire du redimensionnement d'images côté navigateur. Si on arrive à faire du redimensionnement d'images lorsqu'on va livrer l'application, et que l'utilisateur va pouvoir télécharger l'image qui est optimale pour lui en fonction de la résolution de son écran, bah c'est quand même plus pertinent parce que la taille de l'image en sera réduite et il y aura moins de données sur le réseau. Il y a plein de bonnes pratiques qui existent depuis des années, minification, concaténation, etc. Et l'autre pratique, si vous faites du développement web, et si on se prend un café un jour et que j'audite votre application web, la plupart du temps, c'est les mêmes problèmes. C'est les librairies que vous utilisez dans vos applications. Quand on fait du web, on a un écosystème, on a des librairies développées par des autres, en open source, c'est cool, on n'a pas besoin de les développer, j'en bénéficie. Mais si on ne fait pas gaffe, à la librairie qu'on installe, ou si on ne fait pas gaffe à comment je l'installe, bah ça peut avoir un impact sur la taille de mon bundle, la taille de mes ressources statiques à la fin. Moment, qui est la librairie gestion de date la plus utilisée dans le monde entier, je pense. Hein, c'est encore maintenant, même si c'est plus maintenu. Par défaut, ça a importé toute la configuration de toutes les locales du monde. Du yiddish au russe au je sais pas quoi. Toutes les locales. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir traduire en anglais dans ma petite application. Et ça, c'est le premier truc que je vais vérifier sur un site. Bim, j'ouvre son fichier de configuration où il y a toutes les dépendances. Est-ce que tu as Moment ? Bim, je m'arrête là. Il y a quelque chose à faire là. Lodash, c'est pareil. Lodash, c'est une librairie utilitaire qui permet de manipuler des tableaux, grosso modo. Et là, pareil, si on ne fait pas attention, on arrive avec un gros monolithe qui est téléchargé par le navigateur, juste pour une petite fonction qu'on utilise dans notre applicatif, sachant que cette fonction est peut-être native au langage. Donc, est-ce que Lodash est vraiment utile ? Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, faites attention. Vous, vos développeurs et développeuses, faites attention aux dépendances que vous installez. Ça peut facilement aider, en tout cas, la taille du livrable que vous allez proposer à vos utilisateurs. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Voilà, ça, c'est des exemples. Lodash, des choses que je vois. Lodash, qui est une librairie permettant de manipuler les tableaux. Souvent, des gens installent Lodash entièrement, juste pour une petite méthode qui permet de filtrer, sachant qu'en JavaScript, on a une méthode filter nativement. Et ça arrive, il y a des gens qui font des yeux bizarres, mais ça, j'ai vu ça. Hein. Et bizarrement, ils font mal l'import. Donc en plus d'avoir filter, ils ont toutes les méthodes de Lodash, et ça rajoute 3 mégas à votre truc. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle en web du progressive enhancement, c'est-à-dire avoir une application minimale qui fonctionne partout, dans tous les contextes d'utilisation, que ce soit sur des vieilles machines ou dans un désert numérique, et activer certaines fonctionnalités que dans certains cas. Par exemple, si j'ai en web, on peut détecter quel type de réseau j'ai. Est-ce que je suis sur un Wi-Fi ou est-ce que je suis sur une DG ? On pourrait, par exemple, par défaut, dire de télécharger des images basse résolution. Et si j'ai une connexion Wi-Fi, assez facilement, via des media queries, demander de télécharger des images de meilleure résolution, éventuellement. Ça, c'est possible également. Charger des librairies seulement quand une fonctionnalité n'existe pas. J'ai parlé des dates tout à l'heure, de Moment. En JavaScript, on a déjà ce qu'il faut nativement pour formater des dates. Alors pourquoi installer un module supplémentaire ? On pourrait se poser la question. Mais des fois, certains navigateurs ne supportent pas cette API. Donc dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, de télécharger une librairie tierce pour pouvoir remédier à cette fonctionnalité qui n'existe pas dans le navigateur. Et comme ça
cette ressource statique ne sera téléchargée que pour les navigateurs n'ayant pas cette API. Feature detection, c'est à peu près pareil, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est de vérifier avant d'utiliser une API, de vérifier si elle existe ou pas. Et aussi de jeter un coup d'œil. Si vous devez tester un truc ce week-end, si vous vous ennuyez, ou si vous avez un pas de famille, c'est les moteurs de templating côté serveur. Depuis 10 ans, non, pas 10 ans, si, depuis 10 ans, on fait des SPA, Single Page Application, avec AngularJS, React, Angular, Vue, etc. Ce qui est très bien, hein, c'est bon, on gagne pas, donc il n'y a aucun problème. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour toutes les applications? Est-ce que c'est vraiment intéressant que ce soit le navigateur qui construise entièrement l'application pour chaque utilisateur? Parce que chaque utilisateur va télécharger l'application et va la générer de son côté. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour chaque use case? Je pense pas. Oui, il y a de plus en plus de sites très très basiques où je me pose même plus de questions. Angular, React, je mets de côté et je regarde un petit peu les moteurs de templating côté serveur. Ah, c'est même pas côté serveur en fait, hein, je dis côté serveur, c'est même pas ça. C'est je développe mon application et ça va me générer mes ressources statiques que je vais pouvoir déployer ensuite sur un serveur. Et donc ce que je vais déployer sur le serveur, c'est des ressources statiques autonomes qui seront téléchargées par le navigateur qui contient l'entièreté de mon application. Donc j'ai plus ce système de SPA comme on l'a dans d'autres frameworks, où c'est le navigateur qui construit la page. La page, elle est physiquement déjà construite côté serveur. Donc j'ai déjà fait plusieurs sites, moi j'organise le DevFest Lille à Lille, c'est du Eleventy. Et donc je conseille d'y jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant, en tout cas en tant qu'expérience du développeur. Pour des sites simples, c'est super intéressant. Il y a d'autres sites qui existent, hein. J'ai mis Hugo, mais il y a Gatsby, il y a d'autres solutions. Next, Next.js, Universal, j'en ai d'autres. Et enfin, autre bonne pratique que très peu de monde fait. Donc là, je suis revenu un petit peu dans le développement d'applications web récentes, quel que soit le framework. Quand on développe une application, on essaye de développer une application pour tous les navigateurs. Des navigateurs qu'on appelle evergreen, les navigateurs récents, mais éventuellement les plus anciens, IE11, Safari et autres. Et pour cela, il y a un process qui dit que je vais prendre mon code JavaScript et je vais le compiler, le transpiler pour que le code JavaScript qui soit généré soit exécutable sur n'importe quel navigateur du marché, les vieux et les récents. Et le fait de compiler ou transpiler ce code-là, ça alourdit le fichier JavaScript. La taille du fichier JS sera mathématiquement plus grosse parce qu'il y a plus de code dedans, parce que ça doit gérer les navigateurs qui respectent ou pas certaines API. Et donc, depuis récemment, depuis ECMAScript 2015, je crois, récemment, ça fait maintenant 7 ans, on a ce qu'on appelle le pattern module-no-module. Ce qui a été un peu poussé via des outils comme Webpack. Module-no-module, ça fait quoi? Ça veut dire que je vais générer 2 livrables pour mon application. Donc ça a un surcoût, mais c'est un surcoût que à la compilation, donc c'est pas très grave. Je vais voir une version pour les navigateurs récents qui supporte cet attribut, type égale module. Cet attribut type égale module n'est supporté que par les navigateurs Evergreen, Firefox, Opera, Chrome, Edge et tout ça. Donc eux, ils vont télécharger des ressources statiques qui sont optimisées pour eux, contenant que les API que eux supportent. Donc la majorité des gens qui utilisent ce genre de navigateur, ils vont avoir un fichier JavaScript plus petit que les autres. Et que les autres, c'est ceux qui sont ici. Eux, grâce à l'attribut noModule, les vieux navigateurs, eux, vont télécharger la version d'origine, celle qui a été compilée ou transpilée, contenant tout le fichier JavaScript, tout le code JavaScript supplémentaire, pour rendre mon application fonctionnelle pour les vieux navigateurs. Donc si je suis Chrome, je télécharge ce fichier qui fait peut-être quelques mégas, 1 méga, et si je suis IE11, c'est peut-être pas encore optimal, mais si je suis un vieux navigateur, j'aurai un fichier peut-être plus gros, mais au moins je n'impacte pas tout le monde. J'impacte que les utilisateurs d'IE11.
Ça, c'est nativement dans des frameworks comme Angular, c'est fait nativement. En Vue ou en React, dans d'autres solutions, je ne pense pas. D'autres fonctionnalités aussi qu'on voit rarement, alors désolé, je montre un peu de code, mais c'est pas très grave, c'est le chargement dynamique. À quoi ça sert dans une application de gestion contenant une partie, je sais pas moi, une partie... un site d'e-commerce, Kiabi, tiens, excuse-moi Nabil, Kiabi, à quoi ça sert d'avoir tout le code JavaScript du tunnel d'achat, donc la dernière étape de ma commande, sachant que peut-être tous les utilisateurs, malheureusement pour Kiabi, tous les utilisateurs n'achètent pas de produits chez Kiabi. Ils s'arrêtent peut-être au catalogue produit, à la fiche produit et basta. À quoi ça sert de télécharger le code JavaScript du tunnel d'achat, sachant qu'il y a des gens qui n'y vont pas? Ce qu'on peut faire facilement dans n'importe quel techno, c'est de charger dynamiquement ce bout de code seulement si l'utilisateur est sur cette page, et pas avant. Et dernière fonctionnalité, je crois, je me souviens plus de, j'ai pas mes notes, c'est le tree shaking. Mot barbare, tree shaking, vous imaginez un pommier, quand vous secouez, certaines pommes tombent, c'est pareil en web. En web, quand on fait du JavaScript, on importe des modules, des librairies qu'on utilise ou pas. Peut-être que pour certaines librairies, j'utilise qu'une toute petite partie. À quoi ça sert que l'entièreté de la librairie soit téléchargée par l'utilisateur? Ça sert peut-être à rien, sachant que j'utilise peut-être une ou deux fonctions. Mais maintenant, dans les développements récents, dans l'outillage qu'on utilise, on peut bénéficier du tree shaking. Ça veut dire qu'automatiquement, l'outil va supprimer du JavaScript qui sera téléchargé par l'utilisateur, va supprimer tout le code qui est jamais utilisé. Qui dit suppression, dit taille du JavaScript qui est plus petite. Et ça, encore une fois, c'est un quick win, mais c'est facile à mettre en place. C'est natif dans n'importe quel développement récent web, il n'y a quasiment rien à faire. Parce que c'est un outil qui s'appelle Webpack qui doit gérer ça automatiquement. Je regarde, ouais, j'ai presque fini. Et autre point que vous pouvez jeter un coup d'œil, vous serez peut-être office d'un autre meetup PTC, c'est les PWA. Les PWA, c'est quoi? C'est un standard, un ensemble de standards qui permet notamment de gérer le offline. Qui dit mettre des ressources statiques en offline, dit moins d'aller-retour serveur. Qui dit je suis sur du 2G, c'est pas très grave parce que les ressources statiques, je les ai déjà sur mon téléphone. Et donc, assez facilement, en pur JavaScript, on va pouvoir mettre des ressources statiques en cache et ne plus avoir aucune interaction client-navigateur de toute la session utilisateur. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, c'est assez facile à mettre en place. J'ai mis des exemples, de toute façon on partagerait les slides sur le Meetup, je pense, pour votre culture. Donc les co-conceptions, moi j'ai parlé beaucoup technique parce que je suis développeur, mais c'est un travail de toute une chaîne. Ça va de la conception au tout début de l'UX, réfléchir aux pages, réfléchir au process qu'on va proposer à l'utilisateur. Est-ce qu'on va proposer 10 pages pour faire un process, ou est-ce qu'on va aller à l'essentiel comme Google et avoir une ou deux pages et rendre l'action que l'utilisateur veut faire de manière assez rapide? Et ça va jusqu'au développement, à l'outillage qu'on va implémenter, aux bonnes pratiques de développement, aux optimisations qu'on peut mettre en place. Et les optimisations, en tant que développeur, j'ai l'habitude de dire, des fois ça coule de source, quoi. Je ne devrais même pas être là pour expliquer qu'il y a certains trucs. Ce serait logique, je ne sais pas, mais optimiser des images, je leur reparle encore parce qu'on en voit encore des erreurs. Mais optimiser des images, ça devrait être logique de le faire. On ne devrait même plus se poser la question. Télécharger des ressources statiques qu'on ne connaît pas, des librairies comme Moment qu'on ne connaît pas et qui augmentent le livrable final de X mégas, je ne sais pas, mais il faudrait connaître les librairies qu'on installe. Il faudrait arrêter de fermer les yeux, faire un npm install pour ceux qui connaissent, sans réfléchir. Il faut arrêter de faire ça. Il faut essayer de comprendre ce qu'on installe, parce que ça peut en avoir un impact en termes de performance, sécurité et tout blabla. Je n'ai pas dit de conneries, c'est écrit. Bon sens. Donc,
si on met ces bonnes pratiques, qui sont pour moi la plupart du temps du bon sens, ça va améliorer l'expérience utilisateur. En tout cas, quand il va utiliser votre application, il ne va pas avoir l'impression que son téléphone commence à ramer. Ça va, pour moi, je pense, diminuer les coûts de maintenance. Parce qu'une application plus fluide, avec moins de pages, avec moins de fonctionnalités, avec moins de librairies externes qu'on ne connaît pas, etc., ça ne peut que réduire le nombre de bugs à la minute. Et l'effet qui se coule, ça a amélioré l'accessibilité. Parce que pour moi, sujet du mois de mai, je crois, avoir une application plus sobre, c'est mathématiquement une application qui est plus accessible pour tout le monde, pour les personnes en situation de handicap ou pas. Parce qu'à l'heure actuelle, 120 millions d'Européens sont porteurs d'un handicap. Et si on regarde, 70% des sites ne sont pas accessibles parce que c'est des usines à gaz. Parce qu'on ne réfléchit pas. On est les tout développeurs ou développeuses, on en rigolait tout à l'heure avec Magdalena, on est payé à la feature, on ne réfléchit pas. Si on fait moins de features, pas pour aller boire des coups, si on fait moins de features et qu'on réfléchit plus à la qualité, on a un process utilisateur plus fluide, ben mathématiquement, ça ne peut qu'améliorer l'accessibilité. Et parce que c'est une obligation, l'accessibilité. Européen et français. Et voilà. Pour le secteur public et le secteur privé, sinon on a une petite amende, que de 20 000 euros, malheureusement. Voilà pour cette présentation. J'ai mis quelques liens à la fin. Si vous n'avez pas encore assez de Slack, dans vos Slack, j'ai mis 3 liens, 3 de plus. Le Cnumère, lui il n'existe plus, j'aurais dû le virer. Mais il y a d'autres Slack, le Slack de Técologie qui existe, si vous voulez continuer à creuser le sujet d'éco-conception. Un Slack anglo-saxon, climateaction.tech, et un Slack d'accessibilité également, en langue anglo-saxonne. Quelques podcasts, l'Octévert de Tristan Nito, c'est pas quelqu'un, il a géré Mozilla Europe, tout ça, quoi, c'est pas rien. Techéthique, un podcast que j'ai lancé et que j'ai pas maintenu, mais il y a 6-7 épisodes que vous pouvez écouter. Et Técologie aussi, podcast français également, avec pas mal de contenu sur l'éco-conception et l'impact du numérique, l'impact environnemental du numérique de manière générale. On parle Green IT, IT for Green, il parle un peu de tous les sujets. Donc n'hésitez pas à écouter ces podcasts si vous voulez creuser un peu ces sujets. Merci beaucoup. On reste là pour vos questions, ou après je pense qu'il y a un coup à boire. En tout cas, merci de votre présence.